Bon, cette opération-là, elle est devenue assez, disons, peut-être pas habituelle, mais connue après 68, notamment grâce à l'antipsychiatrie, dont on va parler ensuite Sylvia, avec Basaglia. Je ne suis pas sûre que voilà, cette entrée-là qu'il propose soit ce qui reste le plus précieux de cette conférence, mais plutôt l'horizon éthique qu'il ouvre à partir de là, et que je vais essayer de vous présenter rapidement en repassant par certains carrefours de cette conférence. Donc il propose de manière assez attendue un postulat qui est le suivant: l'objet de la psychiatrie, c'est le fou. Bon, jusque-là, pas vraiment de surprise. Mais il ajoute tout de suite, ou il modifie tout de suite l'orientation des choses en disant que c'est aussi son problème. Un fou, dit-il, c'est quand même quelque chose, ça résiste, voyez-vous. Et cette résistance n'est pas prête de s'évanouir du simple fait de la diffusion du traitement pharmacodynamique. N'en déplaise au corps dit par lui épistémosomatique, celui auquel a affaire la médecine scientifisée, la jouissance du corps échappe à ce filet, au filet de la science, et elle échappe donc justement par la jouissance, c'est-à-dire ce qui anime le corps et le déborde à l'occasion, sous la forme de voix entendues, par exemple. Je reviendrai sur la question des voix parce que ça va avoir une grande importance pour lui, cette affaire de voix. Le problème donc, c'est le glissement qui s'opère du fait, et qui fait du fou non plus l'objet de la psychiatrie, mais un objet pour la psychiatrie. Et un objet, c'est fait pour être étudié sous tous les angles possibles, jusqu'à ce qu'on l'ait compris. C'est là que Lacan fait intervenir la psychanalyse, non sans faire remarquer que ce recours est presque entièrement imputable au point de butée qui s'est trouvé barrer la route du progrès en psychiatrie, de découverte, d'invention, voire de trouvailles dans ce champ, on n'en voit pas, et depuis belle lurette, dit-il. Rien n'a été découvert à proprement parler par la psychiatrie depuis le 19e siècle, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Le progrès, donc, appartient tout entier, soutient Lacan dans cette conférence, à la pharmacologie et aux neurosciences. Maintenant, comme vous le savez, dit-il, la psychiatrie, j'ai entendu ça à la télévision, la psychiatrie rentre dans la médecine générale sur la base de ceci, que la médecine générale entre elle-même entièrement dans le dynamisme pharmaceutique. Évidemment, il se produit là des choses nouvelles, on obnubile, on tempère, on interfère, on modifie, mais on ne sait pas du tout ce qu'on modifie, ni d'ailleurs où iront ces modifications, ni même le sens qu'elles ont. Ce que la psychanalyse amène à la psychiatrie, c'est bien autre chose, et autrement embarrassant. Si le fou cesse d'être objet pour la science, alors nous voilà soulagés d'avoir à le comprendre. Et autre chose, justement, est peut-être possible. Il y a une conséquence pratique immédiate à cette idée-là, à savoir que donc, le fou n'est pas fait pour être compris, contrairement à ce que propose la psychiatrie. La conséquence pratique immédiate, c'est que ça a un prix de ne pas essayer de comprendre le fou, et ce prix, donc, Lacan l'épingle dans cette conférence, ce prix a un nom, il s'agit de l'angoisse. Je le cite à nouveau dans cette conférence: j'emprunte à un jeune interne qui est venu devant moi. J'emprunte à un jeune interne qui est venu devant moi tâcher de me dire enfin ce qu'il éprouvait. Lui qui était effectivement des personnes que j'ai rencontrées les plus sensibles à ce qui constitue l'expérience, qui est celle de la position du médecin qui aborde le champ du fou, la réalité du fou, la confrontation avec le fou, l'affrontement avec le fou. Je dois dire que c'est assez exceptionnel, il restait assez vif, assez frais, assez neuf à ce qu'il y a, disons le mot, d'angoisse à cette rencontre, cet affrontement. Et il ne lui semblait pas à lui que la psychanalyse diminua en rien cette note de la rencontre avec le fou, la note d'angoisse. Pourquoi l'angoisse est-elle là présentée comme la voie royale d'accès au positionnement du fou comme sujet et pas comme objet? Comme Freud pouvait faire du rêve la voie royale d'accès au travail de l'inconscient. Parce que l'angoisse est l'effet du côté de ce témoin privilégié qu'est le psychanalyste, de la reconnaissance que le fou, c'est l'homme libre. Alors c'est quoi un homme libre? C'est celui qui n'a pas logé du côté de l'autre l'objet cause de son désir à lui, autrement dit celui qui ne s'est pas aliéné à l'autre, ce qui le tient à l'écart de la raison commune.
Le fou, dit Lacan, est véritablement l'être libre. Le fou, en ce sens, c'est d'une certaine façon cet être d'irréalité, cette chose absurde, d'ailleurs magnifique comme tout ce qui est absurde. Le bon Dieu des philosophes, on l'a appelé causa sui, cause de soi. Lui, disons qu'il a sa cause dans sa poche, c'est pour ça qu'il est un fou. C'est pour ça que vous avez devant lui un sentiment bien particulier qui est ce qui devrait chez nous constituer le progrès capital, qui pourrait résulter du fait que quelqu'un de psychanalysé s'occupe un jour vraiment du fou. Progrès capital, donc, qui consiste à ne pas comprendre, en constituant plutôt un espace d'existence possible pour cette liberté-là. Progrès attendu, du coup, à une pratique précaire, fragile, jamais complètement assurée d'elle-même, tâtonnante et trébuchante. Comme le remarquait Freud à la fin de son texte sur la pulsion de mort qui bousculait tout son travail, passé et à venir, ce que l'on peut atteindre en volant, il faut l'atteindre en boitant. Or, cette boiterie, c'est évidemment ce dont la psychiatrie ne peut pas vouloir. Qu'est-ce que ce serait en effet une science qui ne se donnerait pas pour tâche de comprendre son objet? Et comment alors ne pas réduire, je cite Lacan, cette espèce d'être qui est en face de vous, qui est le fou, au statut d'être séparé de vous par son statut de bizarre coléoptère. La conséquence éthique de cette affaire-là, qui est ce que j'ai appelé la conséquence pratique, c'est-à-dire c'est par l'angoisse qu'on a accès au fou, le maintien du fou en position d'objet, forcément l'enjeu psychiatrique, a des conséquences qui dépassent la pratique psychiatrique et qui touchent au-delà d'elle l'orientation de la culture dans son ensemble. Que Lacan repère très bien dans sa conférence. Je vous lis ce passage sur le rapport à Foucault qui est assez particulièrement mordant. Il y a un monsieur qui s'appelle Michel Foucault et qui a écrit l'histoire de la folie. Je vous rappelle que la conférence date de 67, donc fin de l'année 67, et que l'histoire de la folie, Foucault est paru en 61. Donc on est 6 ans après. Il démontre magnifiquement la mutation essentielle qui résulte du moment où ces fous, avec lesquels enfin on avait agi jusque-là, mon Dieu, comme on avait pu, en fonction de toutes sortes de registres, et principalement les registres du sacré, tous ces fous ont été traités de la façon qu'on appelle humanitaire, à savoir enfermés. Naturellement, ce livre absolument capital de Michel Foucault a eu ce succès qu'on peut dire vraiment remarquable, qu'il n'y a pas un seul psychiatre qui s'en soit occupé. Je demande qu'on me donne un compte-rendu paru dans une revue psychiatrique concernant ce livre de Michel Foucault. C'est tout à fait frappant. En fait, c'est faux. Franck Chaumont, un psychiatre et psychanalyste, a remarqué que Bonafé, quelques semaines avant cette conférence de Lacan, avait effectivement fait paraître un compte-rendu sur le livre de Michel Foucault. Bonafé, un psychiatre apsychiatrique, on pourrait le dire comme ça. Voilà, donc il épingle évidemment les psychanalystes aussi bien que les psychiatres dans cette conférence, et ceux qui auraient pu faire le lien entre les deux, donc Foucault, entre les psychiatres et les psychanalystes, a été laissé complètement de côté. Ce que la psychiatrie a inauguré, et elle peut et elle doit, aux yeux de Lacan, et sans doute à nos yeux aussi, en être tenue responsable, ce sont des pratiques d'enfermement physique et d'un raisonnement chimique qui accompagnent et justifient plus ou moins implicitement un travail de classement et de hiérarchisation des populations. Si c'est valable pour les fous, qu'est-ce qui peut empêcher que ça le soit aussi pour toute autre catégorie identifiable selon des critères variables en fonction des périodes? Lacan se fait ici prophète de malheur, mais on peut mesurer 50 ans après l'acuité de sa vision. Les progrès de la civilisation universelle vont se traduire non seulement par un certain malaise, comme déjà M. Freud s'en était aperçu, mais par une pratique dont vous verrez qu'elle va devenir de plus en plus étendue, qui ne fera pas tout de suite voir son vrai visage, mais qui a un nom, qui, qu'on le transforme ou pas, voudra toujours dire la même chose, et qui va se passer, la ségrégation. Ce qui se produira donc très vite, peut-être une trentaine ou une cinquantaine d'années après, dit-il, et à des niveaux sur lesquels vous pouvez compter, qui seront planétaires dans ce qui se produira au niveau de ces initiatives constituant une nouvelle répartition interhumaine et qui s'appellera l'effet de ségrégation.
D'une manière vraiment surprenante de clairvoyance, Lacan montre comment la condition ségrégée du fou concerne tous ceux qui participent au processus de civilisation, en esquissant par quel continuum la liberté du fou s'avère pour chacun le lieu de la plus grande vulnérabilité à une réaliénation toujours imminente. Je vous lis un autre passage et je m'arrêterai après. Voilà. Il s'agit d'apercevoir de certaines fonctions qui est née avec cette pratique, la pratique psychiatrique, qui a consisté à isoler les fous. Le fait que nous tendions maintenant de moins en moins à les isoler, ça veut dire que nous y mettons d'autres barrières, d'autres murailles, dont en particulier ceux-ci, que nous les considérons beaucoup plus, c'est là justement la grande psychiatrie, beaucoup plus comme objet d'étude que comme point d'interrogation, au niveau de ce qu'il en est d'un certain rapport du sujet, de ce qui situe le sujet, par rapport à ce quelque chose que nous qualifions d'objet étranger, parasitique, qui est la voix essentiellement. Dans un autre passage, donc la voix, c'est celle qu'entend le fou, le dit fou dans ses délires, mais c'est aussi celle qui nous entoure maintenant de toutes parts. Et voilà, il met en continuité la situation d'être envahi par des voix, qui est celle du fou, et notre situation à nous. S'il est un des fruits les plus tangibles que vous pouvez maintenant toucher tous les jours de ce qu'il en est des progrès de la science, c'est que les objets A, donc ces objets, c'est ce qu'il appelle l'objet A, les objets cause du désir, dont la voix est un support privilégié, les objets A, les objets cause du désir, cause de notre désir, cavalent partout, isolés, tout seuls et toujours prêts à vous saisir au premier tournant. Je ne fais là allusion à rien d'autre qu'à l'existence de ce qu'on appelle les mass médias, à savoir ces regards errants et ces voix folâtres, où vous êtes tout naturellement destinés à être de plus en plus entourés. J'espère que tout le monde aura reconnu là les réseaux sociaux et leur modalité de fonctionnement. Donc ces regards errants et ces voix folâtres, donc vous êtes tout naturellement destinés à être de plus en plus entourés, sans qu'il n'y ait pour les supporter autre chose que ce qui est intéressé par le sujet de la science, qui vous les déverse dans les yeux et dans les oreilles. Donc tous ces objets cause du désir n'ont pas de support identifiable, ils nous entourent, ils nous envahissent aussi, et ils font de nous, disons, des frères ou des sœurs, et des sœurs du fou, celui qui lui-même est à la merci, disons, de l'envahissement de ces objets qui ne sont pas localisés dans l'autre pour lui, mais qui sont, voilà, dans sa poche, mais une poche qui s'ouvre régulièrement et qui l'engloutit. C'est comme s'il était englouti dans sa poche. Ce que je trouve vraiment frappant dans cette conférence de Lacan, c'est la manière dont il arrive à montrer d'une part que la condition du fou est la condition de l'homme postmoderne. Voilà, il y a un parallélisme assez clair et que par ailleurs cette condition elle s'accompagne d'une pratique de la ségrégation. J'aimerais, si certains d'entre vous restent, qu'on en discute. J'ai trouvé un article paru en avril dernier sur la situation, les moyens mis par les Chinois pour réaliser un contrôle social abouti, c'est-à-dire où tout devient l'objet d'une identification possible, et y compris la voix, donc c'est plus seulement des reconnaissances faciales par exemple. Quiconque parle en Chine peut être identifié comme citoyen de telle ou telle catégorie, parce que c'est évidemment que ce type de contrôle social-là pousse à une ségrégation généralisée et donc à la création de sous-catégories de population. Pour l'instant, mais c'est manifestement en cours de modification, le principal prix à payer pour les citoyens ségrégés, c'est de pouvoir prendre le train ou l'avion tranquillement, de ne plus pouvoir se déplacer. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, on pourra regarder ensemble l'article qui détaille ces opérations. Et par ailleurs, donc, l'horizon éthique que Lacan propose dans cette conférence, c'est de considérer aussi que ce que la psychiatrie a fait avec la folie, donc organiser cette ségrégation, qu'elle ne concerne évidemment pas que le fou. À partir du moment où cette pratique est engagée, il n'y a aucune raison que des catégorisations de la population plus sophistiquées, se mettent en place de manière à ce que chacun trouve sa place dans des espaces séparés. Donc je trouve que ça valait la peine de montrer, disons, quel est l'horizon
couvert par l'existence même de la pratique psychiatrique telle qu'elle s'est fondée. Je passe la parole. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous entendez? La raison pour laquelle je pensais que parler des Basaliens aurait eu un intérêt ici, c'est parce qu'il me paraît important aujourd'hui de penser la clinique de la folie, si c'est possible, penser aujourd'hui la clinique de la folie sans l'hôpital psychiatrique. Ce qui ne veut pas dire sans psychiatre, sans psychologue, sans assistant social, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est possible penser qu'on puisse faire vivre la folie, parce que je ne dirais pas soigner la folie, évidemment. Il ne s'agit pas de soigner la folie. Est-ce que c'est possible faire vivre la folie sans l'hôpital psychiatrique, sans ces lieux centrales qui correspondent au lieu, disons, des soins de ce qui encore fait mystère pour nous tous. Nonobstant des années de travail, la folie est toujours mystérieuse. On ne sait pas jamais ce qui se passe. Alors, d'abord, je voudrais dire que, comme a été dit tout à l'heure par Sophie et par Patrice, il est vrai que dans les années 60-70, la folie devient très intéressante, devient un point central d'intérêt pour la philosophie. Pourquoi? C'est intéressant de voir pourquoi. Pourquoi la philosophie a toujours intéressé, mais d'une façon particulière dans ces années-là. Alors, je pense que si mai 68, comme dit Patrice Manipier, est un événement de la pensée et non un événement à penser, de même, la folie est un phénomène de la pensée ou du langage, si on préfère. Donc, c'est parce qu'à travers la folie, on a accès à un type de langage que probablement la philosophie, disons, classique ne pouvait pas aborder. La pensée dont on parle, quand on parle de folie, bien sûr, ce n'est pas les cogito, ce n'est pas la pensée rationnelle, c'est même pas la vérité au sens comme, comment dire, une pensée qui se dévoile pour nous ouvrir à quel qui serait l'esprit du vrai. Mais c'est quelque chose qu'il faut le dire, qui est sorti, cette idée de penser la pensée de cette façon-là, on a pu y avoir accès seulement parce qu'il y a eu la psychanalyse, il faut le dire. Il est vrai que Foucault et Deleuze ne les reconnaissent pas trop, mais cette pensée, c'est quoi? C'est la pensée inconsciente, comme dit Freud dans l'inconscient et comme dit Lacan dans les textes que tu viens de citer. La pensée inconsciente, ça veut dire quoi? C'est ça, c'est cette pensée-là qui intéresse les philosophes de cette époque. C'est quelle pensée? De quelle pensée nous parlons? C'est la pensée traversée par la jouissance ou encore poussée par la pulsion. Ce qui fait qu'il y ait notamment cette ouverture et cet intérêt pour cette autre pensée, pour cette autre façon de penser. Et je voudrais revenir vite fait avant de passer à l'interrogation sur Basalia, un test de Lacan de 1946 qui est propos sur la causalité psychique, qui est un test très important, je crois, parce que Lacan s'oppose carrément à la théorie organiciste de Henriet, et aussi également lorsque celui-ci affirme que le psychotique est aliéné à sa folie, Lacan s'oppose en proposant, disons, cette thèse absolument novatrice et en disant les psychotiques, en disant que la liberté était la compagne de la folie. Donc vous voyez bien que là s'ouvre un élément, ce n'est pas la liberté à penser, à mon avis, du point de vue métaphysique ou forcément d'une façon, disons, philosophique classique, comme question philosophique, mais simplement à partir du fait qu'il y a la folie permet d'être libre, c'est-à-dire permet d'exprimer quelque chose qui autrement ne pourrait pas s'exprimer. Et nous sommes encore en relation avec l'inconscient. C'est la folie qui permet d'exprimer ça. C'est cette liberté, je pense,
qui intéresse à Lacan dans ce texte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lacan se pose d'emblée dans une position qui, même s'il ne dit pas ouvertement, n'ouvre la possibilité que la folie puisse exister. Aussi avec toutes les problématiques qu'on a avec la folie, avec tous les risques qu'on a quand on a fait la folie, avec la folie. La violence, l'agressivité, les passages à l'acte, les tentatives de suicide, etc. Qu'est-ce que ça veut dire laisser vivre la folie? Et c'est là que nous faisons le retour à Basaglia. Basaglia, quand il a la fermeture des hôpitaux psychiatriques, c'est quelque chose qui est venu dans un certain temps. Hein, il n'est pas venu d'emblée. C'est-à-dire il a commencé pour ouvrir les pavillons. Alors je vous souligne que les services où je travaille, que c'est un service de psychiatrie orienté fortement dans la psychanalyse, par la psychanalyse, je remercie Guilana d'être là, qui était notre chef de service jusqu'il y a un an. C'est incroyable, vous imaginez que dans notre service, les pavillons sont fermés. C'est-à-dire, après 50 ans de 68, c'est-à-dire même avant les 68, il avait ouvert les pavillons Basaglia, et aujourd'hui, chez nous, que nous parlons psychanalyse, que nous sommes de cette façon, les pavillons sont à nouveau fermés. Donc, vous voyez déjà que dans une situation pareille, il est assez difficile de penser de pouvoir faire vivre la folie dans des conditions pareilles. Hein. Donc après, il faut inventer. Il y a toujours une place pour inventer. Ce n'est pas du tout en faisant un discours polémique. Hein. Ce n'est pas là la question. Mais simplement pour voir la différence et qu'est-ce qu'il a fait Basaglia dans ces années-là. Donc, c'est moi qui fais ça. Ah, c'est moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait Basaglia? C'est bizarre. Prends l'autre micro. Je vais dire la chose un peu... Prends l'autre micro. Prends l'autre micro. Éteins celui-là et prends l'autre micro. Basaglia, oui, ça va. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Basaglia? Il a commencé, quand il a été, pour une raison que je n'ai jamais compris, il n'a pas fait, tu te rappelles, écrit dans ta thèse, magnifique sur Basaglia, on ne sait pas pourquoi il n'a pas fait une carrière universitaire. Hein? On ne sait pas pourquoi, parce qu'en Italie, il y a les médecins sérieux sont les médecins à l'université, et il y a les autres qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque. Alors, il n'a pas réussi à rentrer à faire une carrière universitaire, donc il a été nominé directeur d'un tout petit hôpital psychiatrique, asile, à Manicomio, à Gorizia. Et c'est là qu'il commence à s'intéresser aux malades qui sont les plus difficiles, hein, c'est-à-dire ceux qui ne veulent parler avec personne, ceux qui sont violents, ceux qui nous embêtent, qui institutionnellement ne nous plaisent pas, hein, ceux qui ne sont pas, pliés, disons, à l'autorité institutionnelle, qui disent qu'ils ne sont pas contents d'être là, etc. Donc on voit déjà les liens avec la liberté et la folie. Basaglia s'intéresse à cet aspect-là. Il dit, c'est là que la folie existe et qui doit continuer à exister. C'est-à-dire dans tous ces actes extrêmes qu'il a rencontrés, c'est à partir de ces moments-là qu'il dit il faut penser la façon de vivre avec les fous et pas de les soigner. Donc là, il y a un point radical qui détache Basaglia de la psychiatrie institutionnelle, disons de la psychiatrie humaniste, hein, qui est la psychothérapie institutionnelle ou la psychiatrie des secteurs, telle qu'elle est en France. C'est-à-dire en fermant les hôpitaux psychiatriques, en laissant vivre la folie, en proposant à la folie d'exister en dehors, donc dans le monde, il dit en même temps, on ne peut pas la bloquer, on ne peut pas la limiter. Alors que vous voyez là, c'est le grand paradoxe. Comment nous pouvons travailler avec la folie si nous ne pouvons pas la bloquer? Parce que ce qui arrive normalement à l'hôpital psychiatrique, c'est ça. C'est-à-dire un malade, j'utilise
ce terme expressement. Hein. Quelqu'un est malade, un fou, donc pas forcément un psychotique. Hein. Un fou n'est pas un psychotique, ça peut être de n'importe quelle structure. Ne va pas bien, il fait une crise, il est délirant, il va pas bien, tout ce que vous voulez. Donc, sa folie en quelque sorte est contenue, et après, il recommence les cycles qui peuvent durer longtemps, toute sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui finalement, aujourd'hui, on peut se dire, est-ce que c'est la seule façon de penser, de résoudre la question de la folie? Ou est-ce qu'il peut y avoir, c'est ça qui c'est à cette question-là qui nous ouvre Basaglia. Est-ce que c'est la seule manière de penser, de traiter la folie? Alors, évidemment, ce qui propose Basaglia, parce que vous voyez, ce n'est pas un projet idéologique, c'est vraiment un projet clinique très précis. Hein? C'est-à-dire, comment on transforme la folie, comment faire que cette folie ne détruise pas les sujets et l'autre. Hein? Parce qu'évidemment, votre objection, c'est oui, mais là, c'est dangereux pour lui. Voilà, c'est dangereux pour lui, donc il faut forcément intervenir pour la bloquer. Alors que combien de fois en institution, nous avons vu que cette méthode de bloquer la folie, c'est notamment cette méthode-là qui fait qu'après, les situations s'empirent. Hein? Alors que peut-être il y a d'autres possibilités, qui c'est le déplacement d'objets, comme dit Freud. Hein? La pulsion est toujours une structure mobile, un montage mobile. Donc il y a quelque chose qui peut peut-être se déplacer sans s'organiser différemment, dit Basaglia, sans penser forcément la contention et après la relance de la vie du sujet. Donc vous voyez très bien que c'est une psychiatrie finalement, celle qui propose Basaglia, qui n'est pas très humaniste, hein, qui n'est pas, disons, qui n'agit pas à partir du bien du sujet ou du bien de l'équipe ou à partir de cette façon-là. Est une psychiatrie qui, principalement, pose la question de la place de la folie, je vais m'arrêter là-bas, de la place de la folie dans la société. Vous voyez, c'est pour ça que ce n'est pas l'institution qui doit être soignée, comme c'est le but de la psychothérapie institutionnelle, mais c'est la société, c'est-à-dire une société qui peut vivre avec la folie. Et là, je me rattache à ce que tu as souligné tout à l'heure, qui est très important, la question de la ségrégation. C'est-à-dire la société, et là aussi, on voit que c'est la pensée du 68 qui est très importante, c'est-à-dire la société doit changer les rapports à la folie. Si cela n'est pas possible, nous serons obligés jusqu'à la fin de notre jour, pour nous tous qui nous travaillons en psychiatrie, à penser ces mécanismes humanistes d'attendre que quand quelque chose échappe, il faut les contenir dans un processus répétitif, toujours égal à lui-même. Donc, je dirais pour conclure que le point central de la pensée de Basaglia est notamment l'idée que le psychotique doit être dehors. Quand je dis dehors, je ne dis pas à la rue, ce n'est pas la même chose. Hein? Et pour terminer, je voudrais vous lire un passage, parce que c'est dehors, c'est notamment, c'est tout ce qui est le plus mystérieux, le plus incompréhensible. Qu'est-ce que c'est le dehors? Qu'est-ce que c'est cette pensée-là? Hein, vous connaissez très bien les textes de Foucault qui s'appellent notamment La pensée du dehors. Et donc, je voudrais conclure avec une phrase tirée de ce livre où il nous parle notamment, où il explique que l'attirance, il parle de l'attirance, il faut une attirance pour le dehors. Attirance qui moi je considère que c'est du même ordre que l'attirance qu'on peut avoir vers la folie. Et donc vers notre être en quelque sorte. Et donc vers la pensée inconsciente. Hein, ou vers tout cet univers-là. L'attirance manifeste impérieusement que le dehors est là, ouvert, sans intimité, hein,
cette obsession que les névrosés ont de l'intimité, hein, sous n'importe quelle forme. Là, il dit non, hein, quelque chose sans intimité. Les dehors ne peut pas rentrer dedans. Les dehors doivent rester dehors. Vous voyez la difficulté du processus et du projet, hein, de penser en ces termes. Sans protection ni retenue. Mais qu'à cette ouverture même, il n'est pas possible d'avoir accès, car les dehors ne livre jamais son essence. Il ne peut pas offrir comme une présence positive, mais seulement comme l'absence qui se retire au plus loin d'elle-même et se creuse dans les signes qu'elle fait pour qu'on avance vers elle, comme s'il était possible de la rejoindre. Donc vous voyez, c'est un mouvement, rien de plus que cela. Merveilleuse simplicité de l'ouverture. Donc, pour conclure, pour Basaglia, ce n'est pas l'institution qui doit être soignée, mais la société. Et c'est là qui réside l'acte profondément révolutionnaire de Basaglia. Les fous doivent rester dehors et tout le travail clinique et théorique du praticien aujourd'hui va désormais vers ce but. C'est du moins notre combat au quotidien. Je vous remercie. Vous pouvez peut-être présenter ce que vous nous proposez pour l'atelier. Bon, voilà. Alors, on a imaginé avec Sylvia deux situations cliniques où se mettent en forme les questions qu'on rencontre pratiquement, concrètement dans le rapport quotidien à la folie. Dans la situation que je présente, je reprends le point que Lacan avance, c'est-à-dire le point d'angoisse comme étant justement le moment possible d'ouverture à un autre rapport à la folie. Angoisse du praticien, pas l'angoisse du patient, l'angoisse du praticien dans son rapport à la folie. Et puis voilà, je vous disais que dans la suite de l'horizon éthique qu'il ouvre avec cette conférence, je voulais un peu mesurer où on en était aujourd'hui avec la question de la ségrégation généralisée comme étant la résultante, disons, de cette première pratique ségrégative officielle qui est celle de la psychiatrie avec la folie. En reprenant les éléments d'un article sur la situation chinoise actuelle. Voilà, ça c'était les prolongements de ces petites présentations. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà lu les textes, on ne va pas les reprendre. Hein. L'idée c'est de ne pas les reprendre pour ce qui me concerne. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est d'accord. Alors il faut les... Donc, pour ce qui concerne les tests que je vous ai fait passer, c'est une situation problématique clinique, c'est-à-dire un moment soi-disant de folie à l'intérieur de l'institution, hein, pour ce qui me concerne, à l'intérieur du CMP, un patient autiste qui attaquait les chaussures d'un médecin. Voilà. Et a créé une situation folle, disons, parce que personne ne savait comment faire pour arrêter les patients qui voulaient absolument prendre les chaussures et voilà, être dans un rapport au pied probablement ou à la chaussure. Et voilà, ce qui a causé une certaine sorte de ségrégation d'une certaine façon, parce que depuis, les patients, que je continue heureusement à suivre, ne peuvent plus rentrer dans les bureaux infirmiers. L'idée, c'était notamment de les faire rentrer dans les bureaux d'infirmiers pour qu'ils ne soient pas... l'idée, c'est de faire un pari qu'on a fait avec mes collègues, donc Alessandra de Segon est là, et de faire que notamment ces patients puissent ne pas être tout de suite envoyés vers un institut spécialisé pour autistes. Voilà. Donc l'idée, c'est de lui faire vivre une réalité qui soit la réalité institutionnelle complète. Par exemple, les bureaux infirmiers où il y avait des gens.
Et bien, malheureusement, à cause de cette attaque, la situation aujourd'hui est compromise. Donc, ce que je vous propose, c'est, si vous avez des idées, comment on peut faire, il faut limiter la folie, si en réalité il faut la laisser faire, vous voyez, toutes les questions que nous nous posons quand nous sommes face à des moments compliqués institutionnels. Voilà, quand les patients ne sont pas dociles, comme dirait Basaglia, quand les patients font des choses que nous ne pouvons pas prévoir et limiter. Bon, alors donc le protocole, c'est quoi? C'est qu'on va... comment on va travailler? D'accord, donc on va garder donc les questions. Donc l'idée c'est ça, c'est de travailler ensemble. Donc on va libérer l'amphithéâtre, on va se mettre à côté. Et donc... Non mais bon, il n'y a pas de place pour s'asseoir, mais il y a de la place pour être ensemble. On n'est pas obligé de s'asseoir. Donc on peut faire par exemple des débats mouvants, vous savez, comme on fait dans l'éducation populaire pour matérialiser les accords, les désaccords, les mondes affectifs dans la pensée. Non, on ne peut pas rester ici parce qu'il y a une conférence ici. D'ailleurs, notre conférencier est arrivé. Nous l'aimons beaucoup par ailleurs, il s'appelle Dork Zabounian, c'est un ami, je ne savais pas qu'il viendrait, mais je ne vais pas l'embêter. Il ne veut pas vous laisser la place, il est comme ça, il tient à sa place. Et donc voilà, mais de toute manière, le principe de l'atelier, c'est pas le principe de l'amphithéâtre. Le principe de l'atelier, c'est travailler par groupe, réfléchir sur à mon avis, c'est comme ça qu'il faut procéder. Moi, je vous l'avais pas dit, mais je suggère que c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on se travaille par groupe sur les cas les situations qui ont été proposées, les deux situations, et qu'ensuite on se réunisse pour essayer de partager le type de problème qu'on a. Non, je propose qu'ensuite on fasse des duels. Voilà, en tout cas, nous remercions beaucoup les deux intervenantes, Sylvia Lippi et Sophie Mendelssohn, au nom donc, de Laurent Jean-Pierre et de moi-même, d'avoir accepté de participer à ces ateliers, enfin d'introduire notre atelier par ces conférences. Et on se retrouve à côté. J'ajoute que